qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Le débat du jour, faut-il tenter sa chance à l'étranger? Près de 400 000 Français partent chaque année. Ils sont presque 2 millions aujourd'hui à s'être installés hors de France. Pourquoi? Comment? Quelles sont les difficultés de cette expatriation? Comment surtout préparer son retour? C'est ce que nous allons voir notamment avec Sandrine Mercier. Bonjour Sandrine. Bonjour Karine. Journaliste, rédactrice en chef d'AR Magazine, vous venez de sortir cet ouvrage. Ils sont partis vivre ailleurs aux éditions La Martinière. 28 portraits d'expatriés. 2 sont parmi nous. Bravo de les avoir attrapés au vol, c'est vraiment le cas de le dire. Carole Delavelle, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes chef d'entreprise dans l'art floral à Macao depuis 4 ans. Vous êtes en vacances actuellement et vous allez normalement bientôt repartir. Vincent Ricci, bonjour. Bonjour Karine. Rédacteur en chef du site web Dozodomo, c'est comme ça qu'on prononce? Absolument. Dozodomo, donc au Japon depuis 5 ans. Vous êtes en ce moment en France, le temps de mieux repartir encore d'ici la fin de l'année. Eric Derouet, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes l'organisateur du salon Mode Expat. Alors ça n'aura pas lieu tout de suite, ça aura lieu au mois de mars à l'espace Champéret, mais effectivement vous avez commencé à travailler sur ce sujet. Alors si on revient sur les chiffres clés, Sandrine, je le disais, si on prend vraiment les chiffres du ministère, c'est-à-dire ceux qui pointent, en fait, on a 1,6 million de Français à l'étranger, une croissance annuelle de 3 à 4% depuis 10 ans. Ça fait plus de 35% en 10 ans. Pourquoi les Français sont-ils de plus en plus nombreux à s'expatrier? Parce que je crois que la mondialisation y est pour quelque chose. Les jeunes aussi qui sont passés par Erasmus, qui ont souvent fait aussi des stages. Donc maintenant, quand ils sont dans la perspective de trouver un boulot, eh bien, les portes du monde leur sont ouvertes. Ils sont plus. On se pose moins la question. Ils sont plus frileux. Oui, ils ont appris des langues et je crois que maintenant on est dans un monde effectivement. On ne parle pas de fuite des cerveaux, mais maintenant les gens, quand ils ont envie de monter des projets, ils se disent pourquoi pas à l'étranger. C'est peut-être plus simple, c'est peut-être plus rémunérateur et c'est peut-être aussi ça aiguise aussi le sens de la curiosité. Ça permet aussi de grandir un peu soi-même. C'est aussi une manière de s'élever aussi. Il y a aussi beaucoup, on va venir à vos témoignages, Carole Delavelle et Vincent Ricci, mais en lisant justement vos témoignages, il y a aussi beaucoup de coups de cœur, d'amour finalement derrière ces histoires d'expatriation, hein, Carole Delavelle. Ouh là là, oui. C'est ça, ça commence aussi par une histoire d'amour avec un pays ou avec une personne, souvent aussi d'ailleurs. Bah oui, en fait, oui, enfin pas forcément avec le pays pour ma part, mais je ne pas du tout avec le pays d'ailleurs. Je ne connaissais absolument pas Macao, ni Hong Kong, enfin ni l'Asie en général. Mais oui, c'est par amour que je suis partie et je me suis dit bon, on verra bien ce qui se passe. Voilà. Alors vous allez nous raconter ensuite. Vous, Vincent Ricci, c'est véritablement un coup de cœur pour le pays, le Japon. C'est un coup de cœur pour le pays qui est venu assez tardivement. Il est venu peut-être 6 mois avant mon expatriation, après de simples vacances. Et c'est à partir de ces vacances que mon épouse et moi-même nous sommes dit, c'est là qu'on veut vivre. Donc on est parti 6 mois après, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vraiment apprécier la culture japonaise et ne plus s'imaginer ailleurs qu'au Japon. C'est ça qui est étonnant, rien que dans ces 2 témoignages, Sandrine Mercier, c'est que finalement on a l'impression que vous partez, alors parce que le Japon en vacances, c'est pas le Japon quand on y habite régulièrement, vous dites que vous ne connaissiez pas du tout Macao, il y a quand même encore cette idée de coup de tête, un petit peu, on part sur un coup de tête. Oui, c'est le cas de Vincent, c'est vrai, c'est votre cas, mais en même temps, les autres témoignages nous disent quand même souvent, quand ils ont mené un projet, ils l'avaient quand même maturé avant de partir, ils ne sont pas vraiment partis comme ça, la fleur au fusil, ils avaient quand même l'idée de s'investir, l'idée de monter un projet. Par exemple, François Driard, qui s'est installé au Népal et qui fait maintenant du fromage et du saucisson, il a créé des marchés locaux à Katmandou, et en même temps, il a trouvé des débouchés maintenant en Inde, même pour la compagnie aérienne Qatar Airways, par exemple. Mais au départ, il était amoureux du pays, il avait rencontré des paysans, il avait vu qu'il y avait quelque chose de possible et donc il s'est dit c'est le pays dans lequel je veux maintenant monter mon projet. D'ailleurs le profil type des expatriés, vous n'avez pas pris forcément des gens qui sont partis avec leur entreprise, là c'est peut-être plus subi, souvent comme expatriation, là c'est vraiment des choix et pour la plupart ils sont créateurs d'entreprises. Oui c'est ça, on avait vraiment envie de mettre en avant cette expatriation plutôt individuelle, indépendante et d'ailleurs ce type d'expatriation est en train d'augmenter par rapport à l'expatriation plus classique qui baisse vraiment. Là c'est vraiment des gens qui ont eu envie par eux-mêmes de créer une activité et ça va bien avec BFM Business et de créer aussi leur business. C'est ça. Alors si on regarde votre petite carte du monde au début du livre, boulanger au Canada, gérant de bar en Chine, chargé de mission au Tadjikistan, musher en Suède, styliste en Indonésie ou encore astrophysicien à Hawaï, c'est vrai que ça fait rêver. Mais alors si on regarde les chiffres, les destinations les plus prisées pour les Français, on a quand même Suisse, on se demande pourquoi, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne. Donc là vous êtes allé nous chercher l'exotisme quand même. C'est vrai qu'on a
pas suivi un pourcentage, je dirais, très propre de l'expatriation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est vrai que l'expatriation, les gens partent d'abord prêts, donc la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne. Nous, on n'a pas voulu suivre ces schémas-là, on a plutôt voulu quand même désigner des gens qui donnaient envie de rêver et qui disaient voilà ce que j'ai fait moi, voilà le résultat de mon expérience. C'est vraiment un partage d'expérience pour que les autres tentent aussi le coup et aient le déclic pour se lancer dans l'aventure. Éric Derouet, les pays qui intéressent, dans l'idéal, les pays qui intéressent les gens, par exemple, qui on pourra trouver sur le salon? Deux petites choses. D'abord, le salon, c'est pas mode expat, c'est monde expat. Monde expat, pardon, voilà, bien sûr. C'est pas grave, c'est la semaine de la mode là, en ce moment, donc il n'y a pas de problème. Mais par rapport au témoignage des personnes qui sont sur le plateau, effectivement, ce sont des aventures individuelles. Mais le gros de l'expatriation, quand même, si on regarde la population française qui est expatriée, le gros est porté par des grands groupes du CAC 40, du SBF 120. Qui viennent exercer leur activité à l'étranger. Ce qui veut dire que c'est pas une expatriation subie, parce que ces grands groupes ont des directeurs de ressources humaines, des directeurs de mobilité internationale qui font une gestion de carrière et qui regardent les profils des gens pour ensuite les promouvoir et puis les envoyer à l'étranger. Donc effectivement, vous le disiez tout à l'heure, de plus en plus de jeunes font de longues études, sont multilingues, ont des compétences qu'ils peuvent exploiter à l'étranger, et puis dans une carrière professionnelle, si on sort d'une belle école et puis qu'on a un bac plus 5 ou 6 et qu'on part à l'étranger et qu'on veut faire une belle carrière dans un grand groupe, une expérience à l'étranger, c'est indispensable. Mais alors du coup, vous n'avez pas répondu à ma question. Quels sont les pays qui attirent? Alors il y a 90% des échanges économiques qui se font dans l'hémisphère nord, de manière générale. Donc forcément, les grands groupes du CAC 40 se trouvent dans l'hémisphère nord. Donc les pays qui attirent, enfin c'est pas qui attirent, mais les pays où on a besoin d'expatriés sont pour beaucoup d'entre eux l'Amérique du Nord bien évidemment, la zone Asie bien évidemment, sans oublier l'Afrique, sans oublier l'Amérique latine pour autant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même plus de potentiel sur le continent Asie, européen et américain que sur le continent sud-américain ou le continent... Ah mais ça va venir, ça va venir. Carole Delavel, installée à Macao, je le disais, depuis 4 ans, vous étiez diplômée de l'école des fleuristes de Paris, donc vous, votre boulot vraiment c'est la fleur, l'art floral. Du coup, quand vous êtes arrivée à Macao, vous avez créé votre société autour de la florale. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? J'ai envie de vous dire tout. Oui, c'est ça. La langue, le cantonais et le portugais, bon, c'est pas vraiment ma langue maternelle. Je suis arrivée là-bas, je parlais pas anglais, très peu, enfin un anglais scolaire. Il faut savoir que la création d'entreprise peut être très simple à Macao et même à Hong Kong. On peut monter son entreprise dans la journée, mais il reste à savoir après comment avoir le permis de travail pour pouvoir rester et gérer cette même société. Voilà. Parce que le permis de travail, de surcroît, vous le renouvelez, vous devez le renouveler tous les ans. Oui, j'ai ce qu'on appelle une blue card, ce qui est l'équivalent d'une green card, mais qui n'est valable qu'un an, alors qu'il peut l'être 2 ans, mais pour ma part qui n'a été renouvelé qu'1 an à chaque fois, donc c'est la 5e année. Et voilà, et en fait tous les ans je dois prouver mes compétences, mes diplômes, ce que j'apporte au pays. J'ai des quotas quand j'embauche des gens, je dois embaucher des Macanais, donc des gens de Macao. Donc voilà, si j'arrive à faire tout ça, éventuellement ils me donnent ma blue card. Mais on ne sait jamais pourquoi. Peut-être que pour une raison diverse et variée, ils vont me l'annuler. Enfin, je ne sais jamais. Et là, mon permis expire bientôt. Voilà. Et donc, si vous ne rentrez pas à temps, un petit message à Air France. Un petit message à Air France, pas dans 2 jours, vous n'aurez plus votre blue card. Blague à part, Sandrine Mercier. Est-ce qu'il y a des pays où il est plus facile, justement, puisqu'on parle de créateurs d'entreprise, de monter une entreprise? Et d'autres où c'est plus difficile par rapport au petit tour du monde que vous avez fait? Et ben, par exemple, Jérôme Maurice qui s'est installé en Bolivie, lui il avait fait un tour du monde en scooter avant et c'était le coin qu'il avait trouvé le plus fascinant du monde, donc il a décidé de s'installer en Bolivie et lui il a acheté une maison qui était vraiment pas chère, il a réussi, c'était un monument historique, il a réussi à le faire classer, c'est lui-même qui a fait les plans alors qu'il n'est pas du tout architecte, donc lui il dit ce que j'ai fait là en Bolivie, j'aurais jamais pu le faire en France parce que j'avais pas la mise de fonds au départ en France et qu'avec le prix juste du terrain en France, il a pu monter cet hôtel qui est maintenant classé 4 étoiles, qui est vraiment bien placé. Et lui, ça a vraiment été une terre d'opportunités où il a pu faire ça très facilement. Au Népal, pour en revenir, François Driard me disait, en France, si j'avais voulu monter une fromagerie ou quoi, il fallait des normes sanitaires incroyables, ça m'aurait pris du temps parce que j'ai pas les compétences au départ. Au Népal, il me dit, en 15 jours, c'était plié, quoi. Vincent Ricci, est-ce qu'il y a cet aspect-là, quand on est dans un pays qu'on ne connaît pas, paradoxalement, on ose davantage?
Oui, alors ça, je pense que ça dépend beaucoup du pays. Je sais que, bon, historiquement, le Japon, je parle de mon expérience, le Japon est un pays qui n'est pas très ouvert vers l'étranger et qui n'est pas très accueillant, surtout envers les étrangers. Alors ça a tendance un petit peu à évoluer, notamment avec la perspective des Jeux Olympiques à Tokyo en 2020. Des assouplissements sont en train de voir le jour au Japon, donc on peut commencer à créer son entreprise d'une manière plus facile et on a plus, surtout, on n'est plus la présence d'un Japonais n'est plus imposée. Alors qu'auparavant, on était obligé d'être avec un Japonais, même si on était une entreprise 100% française. Donc là, ces mesures sont en train d'évoluer. Après, dire si c'est plus facile ou pas de tenter quand on est à l'étranger, peut-être, mais je pense que c'est lié aussi à un déficit de connaissance de la société dans laquelle on évolue, notamment au Japon. En France, on connaît, on sait qu'on a affaire à l'URSSAF, on sait qu'on a affaire à tout ce genre de choses. Au Japon, quand on arrive, on dit on a un rêve, on veut monter son entreprise, mais on ne sait pas vraiment quelles sont les embûches qui vont se dresser devant nous. D'ailleurs, paradoxalement, pour vous, ça s'est fait petit à petit, parce que si je puis me permettre, votre épouse, qui était avocate, a trouvé très facilement un job. Pour vous, il a fallu trouver un petit peu, trouver ce qui correspondait, comment vous alliez le faire, etc. Alors paradoxalement, mon épouse, qui ne parle pas un traître mot de japonais, a trouvé du travail en 15 jours. Alors que, en ce qui me concerne, je parle le japonais et j'ai eu toutes les peines du monde à trouver un travail intéressant, parce que j'ai commencé, comme de nombreux expatriés dans ces pays, à vendre des produits financiers, à faire du recrutement. Mais dès lors qu'on tente en tout cas d'entrer dans les entreprises françaises présentes au Japon, c'est impossible, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous les recrutements se font en amont depuis la France. Il est impossible de pénétrer cette entreprise depuis le pays où on est expatrié. Ah oui, c'est assez paradoxal. Donc du coup, vous avez monté votre propre blog, Dozo-Domo, et vous êtes surtout devenu un expert S-Japon avec des activités de conseil en jumelage, par exemple, avec les villes françaises quand elles veulent se jumeler avec le Japon. Mais donc ça, c'est venu petit à petit grâce à vos connaissances. Oui, et c'est surtout venu grâce au blog qui est devenu par la suite un magazine en ligne. J'ai été repéré ensuite par les éditions Nomade qui créaient à l'époque une nouvelle collection de guides, Guide Capital. Donc j'ai commencé à écrire sur Tokyo. Et puis vous savez, en France, dès lors qu'on écrit, on devient rapidement un expert. Et ça a été mon cas. Avec un simple guide, je me suis retrouvé propulsé expert S-Japon. J'ai animé des conférences dans des grandes écoles, la Polytechnique à Lausanne. Voilà. Mais parce que vous ne mâchez pas vos mots non plus. Vous avez un certain recul par rapport à la société japonaise. C'est ce qui Absolument, là je suis pas dans le monde des mangas, Sailor Moon, non, c'est pas du tout ça. Le Japon, c'est un pays extrêmement agréable à vivre, très riche culturellement, fait de plein de facettes, mais d'un autre côté, c'est un pays qui est extrêmement dur. Il y a des problèmes sociétaux qu'on n'imaginerait même pas en France. Il est très très difficile de s'intégrer à des Japonais quand on est étranger. Donc moi, je ne mâche pas mes mots. Le Japon, c'est un pays magnifique et j'y retourne, la preuve, mais il faut surtout pas occulter cette face sombre du Japon qui a été mise en lumière d'autant plus après le tsunami en 2011 et on sait comment la catastrophe de Fukushima a été traitée et par les médias et par les politiques. Éric de Roy, quel est le premier conseil que vous pourriez donner justement aux candidats à l'expatriation, que ce soit pour créer son entreprise ou dans le cas effectivement d'un déplacement dans un grand groupe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les petites choses? Il y a deux conseils à éviter, ça a été illustré par les propos des deux personnes qui sont présentes sur le plateau. C'est difficile de s'implanter dans un pays quand on ne le connaît pas. Il existe tout un tas de métiers qui gravitent autour de la mobilité internationale, qui sont là pour vous aider, des sociétés de déménagement, des avocats fiscalistes, des sociétés de relocation, de l'interculturel, des gens qui donnent des cours de langue, qui trouvent des logements, etc., des écoles, des accompagnements. Donc il faut rencontrer tous ces organismes. Généralement, lorsque vous avez la chance d'être expatrié pour un grand groupe, vous êtes accompagné et on vous propose tous ces services qui sont coûteux pour certains d'entre eux. Donc là, c'est vraiment, je crois, indispensable pour réussir une expatriation. Il faut aussi bien préparer sa famille. La famille doit se plaire en expatriation. C'est une réussite pour que l'expatrié qui va pour son travail puisse rencontrer le succès. Et pour avoir toutes ces informations, il y a deux endroits où on peut se rendre. Je le disais tout à l'heure, Monde Expat, qui est un salon qui a lieu le 23 et 24 mars prochain à l'espace Champéret. Donc vous avez toutes les professions qui gravitent autour de la mobilité, que l'on parle finance, scolarité, etc. Tout le monde est présent pour vous expliquer tout ça. Et vous avez le 14 octobre prochain, donc tout prochainement, un salon qui s'appelle Export France. Et au sein de ce salon Export France, il y a un village mobilité internationale où là, vous trouverez également toutes les réponses pour vous permettre de réussir votre expatriation, que vous soyez en charge de gérer des expatriés ou que vous soyez expatrié vous-même. Alors Sandrine Mercier, plus largement au-delà de ces deux moments, il y a bien sûr votre ouvrage « Ils sont partis vivre ailleurs », sorti aux éditions de La Martinière, avec un petit guide pratique, s'expatrier, mode d'emploi. Parce qu'on sent quand même qu'au-delà de l'envie, de tout ce qui nous fait tous rêver finalement,
On a besoin d'un petit mode d'emploi quand même. Oui, mais la particularité de ce livre, c'était parce qu'il y a beaucoup de guides d'expatriation, mais c'est des guides un peu rudes. Enfin, je dirais, c'est un peu lourd, c'est pas très fun, c'est pas très sexy. Alors que nous, on a vraiment des partages d'expériences, et donc on voit vraiment à travers les photos des gens ce qu'ils vivent à l'étranger, les difficultés qu'ils ont sur le terrain, ce qu'ils ont créé. Est-ce que justement, vous en avez sélectionné 28. Est-ce que vous en aviez davantage, et pour certains pour qui ça a été très dur, vous ne les avez pas mis en disant on va pas tout plomber? Est-ce que vous avez vraiment rencontré des échecs? Ce qu'on a, je dirais, évité, c'est quand les photos étaient pas assez bonnes, puisque là justement il y a quand même 6-7 pages à chaque fois sur chaque portrait, donc il fallait que les photos donnent envie, qu'on les voit, par exemple on voit effectivement Carole avec ses jeunes stagiaires chinois, on les voit dans les grands casinos, parce qu'elle travaille aussi dans les grands casinos, donc on voit vraiment, on voulait donner de la chair et de la vie à ces expatriés, alors que souvent les guides sont plutôt des guides très formels, avec effectivement les problèmes de protection sociale, les problèmes de ci, de là. Donc nous, il y a vraiment la partie, on donne envie, il faut que ça donne à voir, à rêver. Ils partent aussi en vacances dans le coin. Enfin, vraiment, on les voit dans leur vie un peu entière. Et à la fin, on se dit, ah bah pour ceux que ça titille un peu plus, eh bien, ils peuvent passer il faut à l'acte avec le guide pratique. Carole Delavel, pourquoi vous ne rentrez pas? Pardonnez-moi, je dévoile un petit peu votre vie privée, mais mais l'amour du départ, il n'existe plus forcément. Vous galérez tous les ans, vous avez cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Votre entreprise fonctionne bien, ça. Oui. En revanche, mais à un moment donné, pourquoi on ne rentre plus à un moment donné? Parce que je pense qu'on se crée un autre univers là-bas. Je pense qu'au bout de 5 ans, oui, on est française, mais la France, c'est bien en vacances, mais on a créé un univers avec des amis, on s'est créé une famille. Il y a la famille Oulala, d'ailleurs, que j'ai créée. On a des marraines, des parrains, des cousins, que ce soit des Chinois, des Macanais, des Portugais, etc. Et je me suis engagée auprès de mes élèves, parce que je donne des cours d'art floral aussi, auprès de l'université de Macao, de Polytechnic Institute ou ce genre d'organismes, à continuer mes cours, etc. Donc voilà, votre vie est là-bas aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui est là-bas, et rentrer en France pour faire quoi? Et je pense que ça, c'est quand même un sujet assez important. Comme on en a parlé, je viens d'acheter un appartement à Paris. Oui, super, je suis très contente. J'ai un toit sur la tête parce que j'ai pas d'assurance à Macao. Je ne cotise pas pour la retraite, etc. Donc s'il m'arrive quoi que ce soit, je sais que je peux revenir à Paris. Mais pour faire quoi? C'est une grande question. Parce que monter une entreprise à Paris, à l'heure actuelle, je pense que je ne le ferai pas. Voilà. Vincent Ricci, même question, parce que je disais que vous étiez entre Paris et le Japon. Là, vous allez retourner, on ne va pas dire définitivement, mais vous allez retourner vous installer avec votre épouse là-bas. Ce qui vous avait fait rentrer en 2011, c'était Fukushima. Vous disiez, c'était le tsunami, comment tout ça a été traité. Puis la peur aussi, bien sûr, j'imagine. Alors pourquoi là, vous insistez, pourquoi vous repartez? De la même façon que Carole, c'est qu'en France, c'est plus possible? Je ne sais pas s'il faut être pessimiste par rapport à la situation française. Je pense qu'il faut voir ça par rapport à une situation vraiment personnelle. En ce qui nous concerne, après notre départ précipité du Japon, nous avons réfléchi longuement. Est-ce qu'on repart en France? Est-ce qu'on repart dans un autre pays? Et puis, de nombreuses vacances au Japon nous ont rappelé à ce pays. Et aujourd'hui, encore une fois, on réfléchit. Est-ce que c'est bien pour notre carrière de repartir au Japon? Est-ce qu'il y a des opportunités? Et comme je l'ai dit en préambule de cette émission, le Japon est en train vraiment de se révolutionner avec cette ouverture, avec les Jeux Olympiques, notamment à Tokyo. Il ne faut pas négliger ce genre d'événement parce que à l'échelle d'un pays comme le Japon, qui est un pays très fermé, très ethnocentré, c'est aujourd'hui une vraie opportunité de carrière même pour nous. Et vous avez peur, vous dites, ce serait dommage. J'ai été tout ce temps-là là-bas, là si je ne suis pas à ce moment-là, c'est raté quoi. Absolument, c'est tout à fait ça. Mais alors, pour revenir sur ce que disait Carole, c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, je pense que c'est très agréable de se sentir étranger. Alors, je ne dis pas que c'est agréable pas dans tous les pays, mais au Japon, l'occidental et le blanc d'une manière générale est quasiment déifié. Donc c'est très très agréable. Vous vous faites passer la main sur les genoux par les Japonaises dans le métro, je vois bien. Ouais, voilà, vous avez absolument compris pourquoi j'aime tant ce pays. Il y a un vrai fantasme, c'est vrai, il y a un vrai fantasme de l'étranger et du blanc d'une manière plus globale. Donc c'est très très agréable à ce niveau-là. On est tout de suite une mascotte en quelque sorte. On est les mascottes dans une entreprise, on est les mascottes dans un cercle d'amis. On revient en France, on est monsieur tout le monde. Donc il y a ce petit côté un petit peu, je dirais, de fantasme finalement, qu'on vit au quotidien et qui est agréable pour les hommes, parce que pour les femmes, la situation est tout autre. Carole, vous ressentez ça, c'est plutôt une mascotte ou plutôt, disons, un être différent?
Mais non, moi je suis Carole à Paris, je suis Carole à Macao, je suis Carole à Hong Kong, mais je sais pas, non, j'ai pas l'impression de jouir d'une... tout ce qui vient de France, évidemment. Eh oui, quand même. Quand même, et ça c'est... Et puis vous êtes dans l'art de vivre, quand même. Ouais, voilà, on est vraiment spécialisé dans l'art de vivre. Donc tout ce qui vient de France, les Chinois en sont évidemment très friands, hein, c'est comme les Japonais il y a 20 ans. Donc voilà, mais bon, je reste pas là-bas par rapport à ça. Hein. Je suis pas devenue une idole, ni une mascotte à Macao. Pas encore. Les gens m'appellent Oulala. Mais quand même, c'est ça, on vous appelle Oulala. Donc, en tout cas, autant de témoignages que l'on retrouve dans l'ouvrage. On en a eu 2, vraiment. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Ils sont partis vivre ailleurs, 28 portraits d'expatriés. Ça vient de sortir aux éditions La Martinière. Merci beaucoup, Sandrine Mercier, d'être venue avec vos amis à travers le monde. Carole Delavel, fleuriste à Macao. J'espère bon retour à vous. Vincent Ricci, rédacteur en chef du site Dozzo Domo. Merci beaucoup à vous. Éric Derouet, organisateur du salon Monde Expat, on le rappelle, ce sera le 23 et 24 mars prochain à l'espace Champéret. Merci à vous, restez avec nous. Paris est à vous. Continuez dans un instant sur BFM Business. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.